bienvenue dans le Vosgcast, autrement appelé le 56cast numéro 88. Cette semaine, on va se moucher dans l'internet avec Albertine Meunier. Bonjour. Bonjour. Que je suis très contente d'inviter dans le 56cast. Et Erwan Cario, mon chroniqueur préféré et unique chroniqueur régulier. Bonjour Camille. Bonjour. On va commencer par parler juste d'une petite actu, qui est que Mozilla en fait une campagne en ce moment qui me fait rire parce qu'ils ont des vidéos chouettes et donc on va les montrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 14 septembre, la Commission européenne a publié une proposition de directive sur le droit d'auteur où il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent apparemment. Il y a 2-3 trucs qui font vaguement plaisir aux ayants droit et encore, et il n'y a absolument aucune mesure qui fait plaisir aux internautes, bien évidemment, et absolument rien qui répond aux revendications des associations qui défendent les libertés des internautes. Le contraire eût été étonnant. Oui, mais des fois, il se passe des choses étonnantes. Une fois tous les 2 ans, il se passe un truc étonnant. C'était pas là, en l'occurrence. Et donc, Mozilla a fait une campagne, en fait, pour dénoncer, parce que, notamment, ils ont encore refusé le droit de panorama, enfin, la liberté de panorama. Oui. La liberté de panorama, c'est quand on prend une photo de l'extérieur, la ville, le paysage, et que, dedans, il y a la Tour Eiffel allumée, ou un truc sous droit d'auteur, un monument récent de quelqu'un qui n'est pas mort depuis plus de 70 ans, et que donc, on n'a pas le droit de partager sur Internet. Et ça, ils ont encore refusé qu'on puisse prendre juste en photo le paysage. Et donc Mozilla a lancé 2 sites. Le premier, il s'appelle postcrimes.org, donc postezvoscrimes.org. Ils disent, donc photographier des bâtiments et partager les photos sur les médias sociaux peut être illégal dans certains pays de l'Union européenne. C'est absurde. Nous allons vous aider à le prouver à l'aide d'un selfie rebelle. Et alors comment on fait pour être rebelle avec Mozilla? On va sur postcrime.org, voilà, comme ça, joli site. On clique sur... je ne sais plus comment s'appelle le bouton. On choisit un monument protégé, en l'occurrence la Tour Eiffel allumée, mais ça peut aussi être la petite sirène. On prend une photo de soi, ah, ça c'est une photo de moi. Voilà, on la place, hop là, on la place ici. Et c'est une photo illégale si je la partage. Et je ne vais pas la partager juste sur Twitter parce que c'est pas drôle, on l'envoie aussi aux députés européens. D'accord. Et voilà, 1500 ont déjà été envoyés, donc eux ils sont contents et les gens continuent de le faire. Amusez-vous, c'est rigolo. Et j'espère que c'est leur... je sais pas, j'espère que ça sert vaguement à quelque chose. Qu'ils y pensent le matin des fois en se rasant. Un autre site de Mozilla, c'est Change Copyright. Alors là, ils militent carrément pour changer tout le droit d'auteur et repenser tout ça à l'heure du numérique. Donc, ils ont fait 3 vidéos, une sur les mèmes, une sur les gifs animés et une sur je sais plus quoi, en disant par exemple, savez-vous que créer un mème est interdit dans de nombreux endroits de l'Union européenne, que des fois les enseignants n'ont pas le droit de projeter des films ou partager des supports pédagogiques en classe, parce que même en France, en fait, le coût de vous avez le droit d'utiliser 5% d'une œuvre pour droit à l'information, parodie, pédagogique, etc. En fait, c'est que sur les textes et c'est même pas sur les vidéos. Donc tu peux pas partager une vidéo en classe. Jamais. Vous pensez que cela n'a aucun sens? Nous aussi, il est grand temps que nos législations se mettent à l'heure de la technologie. Et bam! Et donc, l'une de leurs vidéos, c'est ça. We're cops with the dirtiest job in the European Union. We'll look in all the filthiest corners of the internet to find the baddest crime of all. GIFs. Under EU copyright law, making and sharing a GIF can be illegal. It's our job to track down the people who do. Nous aussi. Et il y en a une autre du même genre, c'est sur les mèmes, pour le droit au mash-up et au remix. What? One does not simply make memes illegal. Copyright law. Why you know makes sense. I knew this would happen. I don't care. Oh my God. So, I'm a mean deal with them. Ooh. Voilà. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'en fait, il y a quelques années, on savait qu'il y avait une sorte de focalisation sur le droit d'auteur, parce qu'il y avait le piratage, parce que la musique allait mourir, parce que le cinéma allait mourir, parce que la télévision allait mourir. Et que quand même, depuis 5-10 ans, quand même, on commence à voir, notamment avec des sites de streaming, avec Spotify, avec Netflix, avec plein d'autres choses, que les gens, si on leur propose des services, ils piratent plus, ou de moins en moins. Et en fait,
même avec ça, eh ben, il continue à y avoir une sorte de focalisation sur le droit d'auteur. Là, on voit avec ce que fait Mozilla sur YouTube, ça devient n'importe quoi aussi, parce que si tu prends un bout de musique, ta vidéo se fait trapper parce qu'il y a le robot qui scanne tout. Et il continue à y avoir cette focalisation sur le droit d'auteur, alors que finalement, la raison même du combat d'il y a 5 ou 10 ans, qui était de sauver la musique, machin, n'a plus aucune raison d'être. Donc en fait, ils font juste ça pour pourrir la vie des gens qui font des Mais non, enfin, sauf non, les artistes, eux, qui font la musique originale et tout ça, ne sont pas morts. Sauf que les créateurs, les nouveaux artistes qui font des mash-up, qui réutilisent, qui remixent toute la culture populaire, eux, ils galèrent. Parce que eux, tu ne trouves plus de vidéos. Même pour les humoristes, comment il s'appelait, Molinor, le mec qui faisait des vidéos sur Dailymotion en refaisant les voix et tout ça, il peut plus rien faire parce que toutes ces vidéos se font trapper par Content ID de YouTube. Et il continue à avoir cette focalisation qui n'a plus aucune raison d'être économique pour sauver qui que ce soit. Enfin, là, pour le coup, le combat de Mozilla est. C'est bien vrai. Ouais. Un bon combat. Voilà. Quartier libre. Donc, dans le quartier libre, on a invité alors Albertine Meunier, mais je crois que c'est un faux nom. Oui, c'est un pseudo. Mais c'est c'est un pseudo, c'est mon nom d'artiste, on va dire. Voilà, mais c'est Albertine Meunier qu'on invite aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Net artiste ou artiste numérique, comment on dit? Aujourd'hui, je sais plus trop. En fait, on dit artiste numérique. Moi, je suis pas très tatillonne sur la question. D'accord. Mais net artiste, c'est bien. D'accord. Finalement, est-ce qu'il y a des artistes qui sont pas numériques, net, tout ça? Enfin, en fait, c'est presque des fois péjoratif en fait de dire qu'on est numérique. Artiste numérique. Il y a pas mal d'artistes, qui font du numérique ou de l'internet, qui associent pas le mot numérique à leur qualité d'artiste. Voilà, moi j'ai continué à le mettre. En même temps, il y a une logique quand on sculpte à partir d'Internet, en fait. Oui, c'est ça, quand ton matériau c'est le numérique. Bon voilà, moi je revendique plutôt d'être artiste numérique. Après, net artiste, c'est plus une terminologie un peu plus ancienne. En fait, c'est quand beaucoup d'artistes faisaient des œuvres uniquement sur le réseau. Bon, comme là, les artistes ont quand même tendance à sortir du réseau. Il y a certaines œuvres qui sont vraiment net artiste, c'était une définition un peu plus précise historiquement. Voilà. Okay. Mais voilà, donc plutôt artiste numérique, on va dire aujourd'hui. Ok. Et donc l'actualité, c'est que sur Kickstarter, donc il y a 2 semaines, on a bouclé une levée de fonds pour imprimer le tome 2 de l'historique de recherche Google de Albertine Meunier. C'est ça. Alors, le truc, c'est que donc ça fait 10 ans maintenant, c'est ça, depuis 80... Depuis dimanche, ça fait 10 ans. Ouais. Waouh. Depuis 10 ans, vous enregistrez votre historique de recherche Google. Enfin, vous vous êtes rendu compte, comme tout le monde, que Google enregistrait tout. Et au lieu de le couper avec horreur comme tout le monde, vous l'avez laissé tourner et vous le publiez. C'est ça. Alors, je le publie. Déjà, je le récupère parce que au cours du temps, ça s'est amélioré, mais c'était pas une mince affaire il y a quelques années de récupérer son propre historique. Donc déjà, je le récupère, je le mets en forme dans un fichier texte classique, je le remets en ligne, donc je le récupère, mais je le republie. Et là, comme en 2011, en fait, il y a eu beaucoup de quantité de données, donc je me dis, je vais faire un livre avec. Donc j'ai fait le tome 1, et puis là, il y a encore plus de données en 5 ans que... Et donc, je vais faire le tome 2 qui va être, je vous l'avoue, 2 fois plus gros, presque. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est le tome 1, c'est ça? Ça, c'est le tome 1, ouais. Donc, qui va de novembre 2006 à janvier... c'est dedans uniquement? C'est que des mots. Des mots. En fait, c'est une liste de requêtes. Il y a des chapitres arbitraires? Alors non, les chapitres, c'est la seule création finalement du livre à l'instant T. C'est-à-dire que une fois que j'ai compilé ces recherches par mois, le monde, c'est super. En fait, je compile après ces recherches par mois. Un mois, ça fait un chapitre, et suivant ce que j'ai cherché, je crée un titre. Voilà. Mais sinon, toutes les recherches, elles sont prises à l'état brut, l'une après l'autre. Et il y a juste la date, toutes les recherches du jour, la date suivante, etc. Voilà. Est-ce que c'est un objet qui se lit? Non. Non. Souvent, je le définis comme un livre plutôt illisible. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on ouvre le livre, on le parcourt, on lit le titre,
on regarde quelques recherches, et puis à un moment on va tourner de page, pas forcément la page suivante. Et puis on va continuer ce petit picotage, quoi, enfin picorage. Et puis voilà. Par contre, il y a quelques personnes qui m'ont dit l'avoir lu. Genre en entier? Genre en entier, ouais. Et je lui ai dit, le tome 2, je lui ai dit la dernière fois que le tome 2 serait deux fois plus épais, il m'a dit pas de problème. Mais non, c'est un livre qui est très très dur à lire. Quels étaient leurs sentiments à la fin de la lecture? Il était super content. Et apparemment, il me connaît peut-être mieux que d'autres personnes, je sais pas. Que vous-même? Que moi-même, ouais, parce que moi je l'ai jamais lu personnellement. Parce que c'est en fait la recherche, l'historique de Google, c'est une déportation de la mémoire, c'est-à-dire qu'en fait on confie à Google une partie de sa mémoire. Enfin, on lui confie ses recherches, mais vu qu'il les garde, en fait, lui il garde en mémoire quelque chose que nous-mêmes on oublie. C'est ça. Donc, notre actualité devient mémoire, quoi. Ouais. Et lui, il conserve cette mémoire. Ouais. Et donc finalement, ce livre en dit sans doute plus sur vous que ce que vous souvenez. Ouais, que je me souviens. Oui, il y a plein de trucs en fait qui reviennent. Alors c'est un effet quand même mémoire, c'est-à-dire c'est presque le fil de ma vie, des choses qui m'intéressent ou pas d'ailleurs. Mais quand j'ouvre le livre et que je regarde un mot, ça va, tout le contexte va revenir. Donc ça fait aussi un effet mémoire assez fort pour soi, quoi. Alors j'ai la petite vidéo Kickstarter. My Google Search History. Extract. January 29, 2014. Tas de sable. Sablier. Chocolat impression 3D. Cooking impression 3D. Cuisine impression 3D. Manger impression 3D. Culinaire impression 3D. C'est comme un pattern, comme on dit. Matrix 01. Je cherche. Réseau Internet Cyber. Réseau Internet humain. Autonomie. Billes en bois. Ouais, donc c'est vrai, ça passe, c'est comme la manière dont on cherche. On va tourner un peu autour du pot, on va faire des requêtes assez proches, et puis d'un coup on va passer carrément à autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet. Est-ce que vous trichez? Est-ce que des fois vous vous rappelez que vous publiez après vos recherches publiquement, vous vous dites maintenant je vais ouvrir une recherche, une fenêtre privée parce que ça j'ai pas envie que ça aille dans l'historique? Est-ce qu'on active la navigation privée? Moi je le fais pas. Ouais. Non, moi je le fais pas, sinon c'est pas l'objet est pas authentique en fait. Donc en fait c'est pour ça que je relis pas. Par contre, c'est pour ça que je relis pas, c'est que je vais laisser filer l'usage que j'ai, quoi, en fait. Mais vous vous autocensurez même pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites je suis enregistré, je vais peut-être pas chercher ça. Non, parce qu'on l'oublie, en fait. Vous y pensez pas du tout? Non, j'y pense. En fait, après, ça fait tellement longtemps que je le fais, c'est que j'ai dû intégrer, en fait. Peut-être je l'ai intégré, du coup, il y a des trucs que je ne fais pas. Comme je ne confie pas mes photos personnellement à Google, mais je le fais pas sur le moment. En fait, voilà, je sais pas si. Après, je l'ai peut-être intégré. Il y a des trucs. Parce que c'est quand même un acte d'autosurveillance finalement. C'est même si, vous rendez public quelque chose. Finalement, il est public pour Google. Enfin, c'est quelque chose que en fait, vous avez la démarche que si Google le connaît, autant que tout le monde le sache. Ouais. En fait, le point de départ, c'était ça, c'était de penser que mes données, en fait, c'est une relation privée entre chacun de nous et Google, enfin donc entre soi et Google. Et finalement, leur richesse, en fait, c'est pas seulement les données, c'est plutôt ce lien unique de soi à Google. Donc en rompant ce lien qui est le côté privé des données, en les rendant publics, tu casses un peu du modèle. Alors à mon échelle c'est ridicule, puisque c'est juste une goutte d'eau, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire d'un coup parce que c'est pas tant les données qui sont précieuses, c'est cette relation en fait qu'il a. Mais donc vous faites passer un message sur la vie privée quand même, paradoxalement, avec ça. Bien sûr. C'est finalement, montrer ça, je trouve que c'est le meilleur argumentaire face aux gens qui font pas attention justement à tout ce que Google enregistre. Tout à fait. Ils se rendent pas compte parce que c'est pas ils le voient pas. Ils pensent jamais, même s'ils savent que ça existe vaguement, ils pensent jamais à aller sur My Search History. Par contre, on leur met ça dans les mains. Ah ouais, là c'est le choc. Mais comment tu peux faire ça? Je le fais, mais toi aussi tu le fais. En fait, c'est déjà rendre conscient, ça permet de rendre chacun d'entre nous, en tout cas conscient. Après, acteur, c'est autre chose, mais déjà conscient, c'est pas mal. Et ce qui est vraiment fou et ce qui donne le vertige quand on voit ce livre et puis sans doute le livre suivant, c'est que finalement,
c'est que les entrées qui sont écrites dedans, ce sont juste un index. C'est-à-dire que Google, oui, il a mémorisé toutes les recherches, mais derrière, il a mémorisé le site sur lequel vous avez cliqué, combien de temps vous êtes resté sur le site, est-ce que vous êtes revenu, est-ce que vous êtes allé sur un autre site. Finalement, là, c'est juste l'entrée de toutes les données qu'il a conservées. C'est-à-dire qu'après, Google, en plus, il a toute la navigation qui va après chaque mot-clé. Donc, en fait, c'est juste un aperçu de ce que connaît Google. Alors, en fait, ça a pas mal changé, parce que toutes les recherches, je les cherchais sur le site Google History. Et au cours du temps, en fait, ce service, qui est un service Google, en fait, a beaucoup évolué. Au début, il y avait toutes ces recherches et puis effectivement tous les liens de navigation. Et puis après, avec toute la question des données privées, ils ont dû réajuster leur service. Et ils l'ont effacé à tes yeux, mais effectivement, ils l'ont par ailleurs, quoi. Mais toi, utilisateur, tu le vois plus. Hein. Non, c'est une partie des avant, données. Tu le voyais. On voyait en fait tous les sites. Tu voyais les recherches et la navigation. Et il y a un truc, parce que comme la recherche, ça c'est une recherche qui est cachée, enfin dont tout le monde n'a pas conscience que Google garde toutes ces informations-là. Il y a quelque chose qui est assez fascinant, dont on entend parler assez régulièrement. Tristan Nitto était venu en parler aussi. C'est l'historique des positions qui est activé dès qu'on a un téléphone Android. Et c'est la même chose. C'est la même chose en fait. Alors après, c'est vrai que dans la recherche, tu donnes un peu plus de toi, parce que finalement, donner une position, c'est les endroits effectivement que tu aimes et où tu vas, et puis les lieux qu'il arrive à connecter. Mais c'est vrai que dans la recherche, là, tu saupoudres. Là, c'est vraiment riche. C'est pas une seule donnée qui est une donnée de position, c'est beaucoup plus large. On voit, ça va de la bille en bois qui n'a aucun intérêt à l'impression culinaire. Enfin, ça balaye large. Sachant que les deux sont évidemment croisés et que Google sait quand est-ce que vous faites une recherche de chez vous, à votre bureau ou dans la nature sur votre téléphone portable. Donc on arrive à comprendre des choses sur le déroulement de votre journée rien qu'à lire l'historique. Il y a des fois où c'est clairement professionnel, où vous cherchez des noms d'artistes, des projets en ligne, donc on reconnaît. Et il y a d'autres fois où ça a l'air clairement personnel et où je me dis quand même, elle aurait pu ouvrir une fenêtre de navigation privée. C'est vrai. Genre quand vous tapez Serial Kiss CS4 Mac Pirate Bay, je vais. C'est vrai. Ou alors piscine Alfortville, mode d'emploi Seb autocuiseur. C'est vrai. C'est vrai. J'ai acheté il y a pas longtemps un autocuiseur et j'ai perdu le mode d'emploi. Donc c'est vrai, mais en fait c'est la vie qu'on a en fait. Mais finalement, on a aussi un leurre. On croit que notre vie, en tout cas ce qu'on cherche, est plus dangereux, en tout cas à ce que les autres l'apprennent, que ça. En fait, on a un usage assez banal, en fait. Alors, en fait, dans la masse, de temps en temps, il va y avoir une donnée vraiment intime, mais c'est vraiment noyé dans un tas de trucs complètement inutiles, qui n'est pas forcément facile à trouver, en fait. Donc c'est le volume qui fait la valeur, c'est pas les données elles-mêmes. Mais en même temps, on peut être impressionné de le faire, mais quand on le fait pour soi, il y a beaucoup de trucs inutiles en fait. Il y a beaucoup de trucs qui vont noyer le poisson en quelque sorte. Enfin, si je peux. Oui, mais sauf que aujourd'hui, avec les technologies, notamment d'intelligence artificielle, Google est en mesure de trouver le truc beaucoup plus facilement que le lecteur lambda qui va chercher le truc intime à l'intérieur de cette liste-là. Lui, Google, il sait quel truc est intime et quel truc ne l'est pas. Il y a longtemps qu'il le sait. Lui, c'est indexé. Il y a un code dans sa base de données. Là, je parlais pour un humain. En fait, nous, on a impressionné en tant qu'humain, mais un humain, il n'a pas cette capacité d'analyse, de lire tout, d'avoir une image assez concrète. Non, nous, on est vraiment limité. Hein. Vous avez jamais eu envie d'ailleurs de coder un programme qui ferait des stats, des analyses, de ressortir des choses? Moi, non, personnellement, mais il y a eu quelques personnes qui voulaient jouer avec ces données-là, puisqu'elles sont accessibles en ligne. Mais personne ne l'a jamais fait, en fait, de ce travail. Moi, non, je ne suis pas tellement dans cette idée d'analyse. C'est plus l'absurdité de cette liste sans fin, quoi. Okay. Alors, non, vas-y, pose ta question. C'est juste, est-ce que le message derrière, c'est chers utilisateurs, désactivez votre historique de recherche ou pas? Ou est-ce que c'est plus ayez conscience que ça existe? C'est plutôt ayez conscience de. Après, moi, je ne l'ai pas désactivé puisque ça me sert à faire ça. Après, chacun y voit son utilité.
Certaines personnes s'en servent pour retrouver des recherches. Non, c'est déjà plus soyez conscients en fait. Après, faites ce que vous voulez, mais parce que la majorité des gens n'ont déjà pas conscience de ça. Ouais. Voilà. Donc, il faut déjà commencer par là. On peut encore l'acheter ou c'est trop tard Alors, le tome 1, il doit en rester 4. Ouais. Et le 2, bah oui, va être achetable prochainement. Normalement, on l'a dans les semaines qui viennent. Voilà, Ok. le tome 2. Super. J'ai une virgule what the fuck spécialement pour cette émission à propos de recherche Google. Ça m'a beaucoup fait pouffer quand je l'ai vu. Alors il faut savoir que donc en anglais, enceinte se dit pregnant. Jusqu'ici tout va bien. Oui, quand on sait écrire. Le problème, c'est que sur Yahoo Answers, le site où on n'est pas allé depuis 15 ans, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écrire et qui posent des questions. Et du coup, il y a un internaute qui s'appelle JT Sexkick qui a fait la compilation. Am I pregnant? Am I pregnant? Am I pargant? Am I gregnant? Am I pegnate? Help? Is there a possibility that I'm pegrant? Am I pregnant or am I okay? Could I be pregonate? How do I know if I'm pregnant? Can I be pregnant? Can oo get pregante? Can oo bleed while oo are pergert? Can oo down the 12-foot water slide pegnat? How can I get my GF pregnant? What happened when get Perginat? How can a 9-year-old get pregnant? Will my get pragnan? What is the best time to sex to become pregnant? Does anyone know how many teens get pregnant a year? Are these systems of being pregnant? Girlfriend ain't had periods since she got pregnant. Is it possible having sex to a 8 months pregnant? My circle is normal, but yet I still don't get pregnant. What can I use? Period question mark. Has anybody got pregnant by just pre-cum while using birth control? Did most you women feel pregnant before finding out? I am pregnant to last 5 weeks, so can I start sex? Danger ops, pregnant sex. Will it hurt baby top of his head? Me and my boyfriend are tying to get prefnat, and you haven't took my birth control in 12 days? 38 plus 2 weeks? Pregnant? C'est bien. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Donc retour au quartier libre. Et je proposais qu'on parle un petit peu de ce que vous avez fait d'autre en 2016. Alors que je vous ai demandé par mail quels sont vos autres projets du moment, de quoi on pourrait parler. Et vous m'avez répondu, je cite, on peut aussi pourquoi pas parler des mouchoirs. Oui, j'ai dit ça comme ça. Oui, comme ça. Ah oui, j'ai même pas donné le titre. Si, des mouchoirs en cas de pleurs de données. Ah oui, d'accord. Parce que vous faites donc des mouchoirs et c'est un vrai projet qui s'appelle En cas de pleurs de données. C'est ça. Alors là, ils sont empaquetés. Hein. Je pense qu'on peut peut-être même en ouvrir GAFA, un. parce que GAFA, vous savez, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Ouais, c'est un vrai mouchoir standard, en fait, que j'achète sur le Bon Coin. Voilà. Ouais. Donc, ils sont tous uniques, en fait, déjà par définition. Et puis, après, je les brode. Voilà. Donc, avec une machine. Pas à la main, oui. Ouais, avec une brodeuse numérique. Voilà, donc celui-là, GAFA-toi. C'est super. Voilà. Et il y en a plein de différents. Alors, c'est quoi le pitch ? L'idée, c'est que tout est dans le titre, en fait. Hein. Une fois qu'on a... le titre, c'est En cas de pleurs de données. Donc, c'est des mouchoirs qui sont utiles parce qu'on est tous sensibles à la perte de données, puisque ça va nous arriver de plus en plus. Je pense que ça arrive à tout le monde, soit de perdre un disque dur, soit de le scratcher, soit... puis on ne sait pas, peut-être les grands opérateurs aussi vont perdre tout ça, on ne sait pas, en fait. Et donc ça, c'est un mouchoir en cas de perte de données. Il y a un mouchoir de secours. Voilà. Et puis comme je voulais tester un peu la blockchain, je me dis je vais mettre un ID de blockchain à ce mouchoir. Et voilà, en fait, c'est un mouchoir en fait qui est blockchainé aussi. Aux autres mouchoirs. À la collection de mouchoirs, ouais. Mais il est unique en fait, ce mouchoir. Mais il appartient à la blockchain des mouchoirs. C'est ça, à la blockchain, mais à la blockchain globale. Faire un rappel, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. La blockchain est ce qui est utilisé dans le Bitcoin notamment. Hein. Ça permet de mémoriser les transactions qu'il y a entre utilisateurs de Bitcoin. Et en fait, c'est donc, quand on dit un mouchoir est blockchainé, concrètement. En fait, pour un artiste, c'était aussi un test de voir comment on peut authentifier un mouchoir.
voyez. C'est-à-dire Parce que je peux avoir des imitations. Un de identifiant mouchoirs. Voilà, il y a un identifiant de Qui blockchain. est dans la blockchain des mouchoirs, c'est-à-dire dans le fichier, dans la chaîne numérique, où il y a tous les identifiants de mouchoirs qui sont reliés les uns aux autres. Et quand on crée un nouveau mouchoir, on rajoute dans le blockchain... J'interprète, hein. Oui, J'interprète. Dans la blockchain des mouchoirs, on rajoute l'ID du nouveau mouchoir, ce qui fait qu'il est authentifié à partir du moment où tous les ordinateurs qui utilisent la blockchain ont travaillé pour redécoder et réencoder la blockchain. Donc c'est un peu aussi pour se jouer de ça, c'est un mouchoir qui est authentique. Un mouchoir officiel. Officiel. D'accord, avec un numéro de série. Avec un numéro, ouais. Waouh. Mais en blockchain. Mais voilà, donc c'est aussi un petit pied de nez à tout ça en fait. Voilà, donc ça c'est... du coup pour le Kickstarter, j'avais proposé il y a le tome 2, puis il y avait des lots, tome 2 plus mouchoir, et en fait j'étais assez surprise, il y avait plein de gens qui voulaient un mouchoir. Comme quoi... Non, mais c'est toujours le choc entre le truc numérique et le bon vieil objet du siècle dernier qui marche super bien. Et puis ceux-là, ils sont vraiment le bon coin. Je cherche vraiment des mouchoirs. C'est pas facile de trouver des beaux mouchoirs. Juste kitsch ce qu'il faut. Voilà, kitsch ce qu'il faut. Il y en a ils sont tous différents. Il y en a des à fleurs, bleu, rouge. Là, j'en ai fait des pas à fleurs, des brodés à la main. Enfin, bon, toutes sortes de mouchoirs. Derrière tout ça, et puis on va voir dans les 2 projets de 2016 qui vont suivre, mais il y a toujours cette envie, je ne sais pas si c'est un besoin de rendre palpable, de rendre quelque chose qui est complètement immatériel, et voire qui est au-delà de l'immatériel, parce que c'est même des fois quelque chose qu'on n'imagine même pas qui existe, et de lui donner une existence physique. C'est ça, ouais, c'est vraiment... ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça, et c'est vrai que c'est presque une manière en fait de parler de tout ça, parce qu'en fait quand on en parle, on peut parler des data pendant des heures, on peut parler de tout ça pendant des heures, mais pour vraiment le saisir, il faut pouvoir le toucher en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est devenu presque une nécessité pour parler de ces choses-là, parce que sinon on comprend, même la blockchain, on comprend rien en fait. Donc on va saisir un petit bout. Même quand on cherche à comprendre, c'est... Ouais, c'est vachement dur. Donc là, je dis, moi j'ai au moins compris que ça permet d'authentifier des objets. Voilà, je le rends concrètement. Maintenant, mon ami a compris. Voilà. Voilà, pareil, gaffe à toi, c'est parce que c'est qu'un GAFA, puis après, on comprend. Voilà, la mise en forme, elle est assez importante, et puis peut-être même de plus en plus, que sinon, on n'arrive pas à suivre, en fait. Enfin, on ne comprend pas. Alors c'est très bien illustré par 2 autres projets 2016, effectivement. Donc il y en a un qui s'appelle Dada Printer. C'est ça. Qui est un objet traduisant sous forme d'écriture imprimée tout ce que vous dites au téléphone. Alors alors pas au téléphone, tout ce que... alors ça passe par le téléphone, peut passer par le téléphone, mais c'est tout ce que interprète le Google Recognition Speech. En fait, il y a quelque chose qui permet de reconnaître ce que vous racontez. C'est une appli qu'on installe sur le téléphone, qui sert de la reconnaissance Google. C'est ça, qui se sert de la reconnaissance Google et qui comprend assez bien ce qu'on raconte. Et puis de temps en temps, il ne sait pas. Et quand il ne sait pas, c'est là que le Dada Printer est le plus subtil. C'est que ça va faire une espèce de poésie, parce qu'il va interpréter les blancs. En fait, ces incompréhensions, il va les combler, en fait. Au lieu de dire, il pourrait dire, tout ça j'ai bien compris. Je ne sais pas. Donc il dit jamais je ne sais pas. En fait, il remplit le je ne sais pas par des trucs. Et c'est là que c'est assez rigolo. C'est des petits rouleaux. Après, ça fait des petits rouleaux d'interprétation. Voilà, du glitch. C'est ça, c'est du glitch vocal. Ouais. Et du coup, ça fait de la poésie un peu naturellement. Ouais. Donc et l'autre truc, c'est le livre infini. Ouais. Ça, c'est super aussi. Donc, c'est un livre entièrement blanc. C'est ça. Et le contenu, il est vidéo projeté par le dessus, comme dans les musées quand on projette par-dessus. Ouais. Et donc, mais c'est pas... ça projette en fait des choses de l'Internet dans le livre. Et quand on tourne la page, ça change de contenu. C'est ça. En fait, c'est le principe que... le principe, c'est le suivant. C'est que quand vous avez un livre, finalement, vous avez besoin du contenu à la page ouverte. Et finalement, vous avez peut-être avant, c'est blanc, peut-être après, c'est blanc. Voilà, donc c'est ce principe-là. Et que finalement, on a besoin, pour un livre, de connaître le numéro de page et le numéro du livre. Et après, on peut avoir autant de livres que de contenus numériques existent. Donc ça peut être des contenus numérisés, texte, images.
Ça peut être des contenus animés, des vidéos, ça peut être des contenus internet. Voilà, et donc chaque livre a une petite pastille, et voilà, donc c'est pour ça qu'il est infini, parce que potentiellement, il peut mettre en forme des contenus, c'est comme le retour au CD-ROM en papier, on va dire. Ouais, c'est un peu... Mais avec de l'internet dedans. C'est un peu un livre qui fonctionne comme une page web, c'est-à-dire qu'on crée un espace et après on le remplit avec une base de données. C'est exactement ça. C'est trop bien. Ouais. Et d'accord. Et juste alors un dernier truc, vous avez beaucoup travaillé avec les plus de 77 ans. Ouais. Au début ça s'appelait Tea Time with Albertine. C'est ça. Après c'était Hyper Olds. C'est ça. Ouais. Et donc au début c'était des ateliers qui étaient à Paris et ensuite. Après ça a essaimé en fait, comme c'est un format en fait qui marchait bien. On l'a déployé dans pas mal de lieux culturels. Et c'était toujours des ateliers qui étaient pilotés par des artistes, plutôt numériques, on va dire. Et donc chaque artiste avait un groupe, et puis son boulot, en fait, c'était de familiariser en fait les dames de plus de 77 ans, à Internet, mais aussi à toute la culture numérique pour être un peu moins largué. Donc c'était un peu des vidéos, vraiment attachantes. Enfin ouais, voilà, c'est vraiment un public. Quand on leur apprend, c'est un monde qui s'ouvre, quoi. Donc nous, on s'en rend pas toujours compte, mais avec un côté un peu ludique, on rigolait beaucoup à ces ateliers, parce qu'il y a une spontanéité. Oui, et puis ça permet aussi de déconstruire énormément de préjugés sur une déconnexion évidente des personnes âgées, alors que finalement, comme tout le monde, il suffit qu'on explique et puis tout le monde comprend, quoi. Enfin, il n'y a pas de personne n'est largué a priori. En fait, on désessentialise les personnes âgées en faisant ça. En fait, et puis en fait, c'est vrai que comme on s'amusait plus tôt, puis moi je faisais toujours à la Gaîté Lyrique dans le grand foyer. Et si on était presque, on était aux yeux de tout le monde, donc on en jouait. Donc l'idée c'est que les dames surprennent les publics plus jeunes, quoi. Et donc ça marchait vraiment bien, quoi. Et du coup vous travaillez toujours avec les personnes âgées ou c'est en... Non, ce projet-là je l'ai stoppé pour l'instant. Okay. Et puis après il faut retrouver un format d'atelier qui fasse sens, qui raconte autre chose et tout ça. Voilà. Okay. Et alors là maintenant, si on a envie de jouer avec vos livres infinis, vos data printers et tout, où est-ce qu'on va ? Ça dépend. C'est quoi le calendrier ? Ça peut être, alors le livre infini, il est chez Art2M, en fait, avec qui j'ai coproduit. C'est une petite entreprise qui accompagne des artistes, donc il est en exposition chez eux. Et puis le data printer, j'en ai dans mon atelier. Alors il n'y a pas d'exposition, en tout cas sur ces objets-là aujourd'hui. Voilà, vous me contactez, c'est tout. D'accord. Simplement. Ou sur le site web. Ou sur le site web, Et vous êtes souvent à des événements du genre Futur en scène Futur en scène, Variation, tous les événements un peu numériques. D'accord, donc surveillez les événements numériques. Voilà, elle y sera. C'est ça. Super. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. J'aurais bien continué un quart d'heure encore. Merci à vous. Et on va finir par une vidéo de kangourou qui va vous plaire. C'est une vidéo qui s'appelle quand ton kangourou est aussi ton meilleur ami. Ça a été filmé par un Australien, obviously, fin septembre, un Australien qui s'appelle Jackson O'Doherty. Oui. Il est bien con comme il faut, c'est bien. Oh, Damien! Come on, Damien. When are you going to do some work? Like this, Damien. Put your arms and legs out like a starfish. Je veux un kangourou. Non, mais on n'avait pas eu de kangourou. On n'avait pas eu de kangourou jusqu'ici. Voilà, c'est ça c'est manquait. Rare, les kangourous sur Internet. En fait, j'ai trouvé, parce qu'on a souvent cette discussion à Libé avec les copains, c'est on en a marre des loutres, c'est passé de mode, le pandarou, on n'en peut plus, les chats, n'en parlons même pas, il faut trouver le nouvel animal. Et ben moi, je vote pour le kangourou. C'est pas mal le kangourou. Non, moi, je pense qu'il lui manque un potentiel cute évident. Enfin, non, je pense. Mais oui, là oui. Mais je pense qu'il y a des meilleurs candidats. J'ai pas d'idée en tête. Ok, tu me le proposes au prochain 56 on en reparle. Cool. Salut. Au revoir.